Merci et bonsoir à toutes et à tous. Et c'est effectivement au Centre Phi en 2015 qu'on a lancé les premiers salons de la réalité virtuelle. Donc ça fait toujours plaisir de revenir ici. C'est vraiment un lieu tout à fait particulier pour tout ce qui a trait à la réalité virtuelle et augmentée. Donc, c'est des réalités augmentées et virtuelles qui sont plus si virtuelles que ça, puisqu'on l'a vu, on a eu plein de chiffres dans les présentations précédentes, le cardboard que vous avez pu tester. Ce qui est intéressant, moi, ce que je voulais vous présenter ce soir, c'est un focus sur le monde de la santé, où il se passe beaucoup de choses avec ces deux médiums en réalité augmentée et en réalité virtuelle depuis pas mal de temps. Et Montréal a une place là aussi assez particulière. Ça fait presque 2 décennies qu'on a des chercheurs de pointe internationale qui travaillent sur l'utilisation de ces médiums pour la thérapie et la recherche. Donc on va regarder ça un petit peu plus en détail. Donc le secteur de la santé, en fait, si on regarde qu'est-ce que ça bénéficie avec la réalité virtuelle, on améliore tout d'abord la vie du patient. Et on va voir quelques exemples. C'est aussi un outil vraiment tout à fait immédiat d'utilisation dans le quotidien pour le praticien de la santé. Et c'est aussi évidemment un vecteur très très efficace grâce à l'immersion dans l'industrie pharmaceutique. Donc, quelques chiffres, mais on va passer très rapidement. On voit que c'est un marché qui est évalué pour la santé à 2,5 milliards avec des applications en formation, en thérapie, en simulation d'opération et en recherche-développement. Qu'est-ce que ça permet à un enfant qui passe des mois et des mois à l'hôpital, la réalité virtuelle? Alors, à dose homéopathique, on s'entend, puisque on ne va pas leur mettre les casques pendant des heures, mais quelques minutes par jour, ça permet de s'évader au-delà de ces 4 murs. Et il y a des études très sérieuses qui sont faites en ce moment qui démontrent que en pré-opératoire ou en post-opératoire, ça vient calmer l'anxiété des enfants. Donc ça semble trivial, mais ça ne l'est pas en fait. L'utilisation d'un médium comme ça permet l'évasion et ça permet de diminuer physiologiquement l'anxiété. On a des gens à Montréal qui l'ont fait, la Osmos Academy avec le Children's, et c'est des initiatives qui commencent comme ça à devenir assez répandues un petit peu partout en Amérique du Nord et ailleurs. Ça permet aussi pour la formation de faire des choses complètement incroyables encore il y a quelques années. Là, on a le docteur Shafi Ahmed qui est basé à Londres, qui a fait la première opération en live stream sur un de ses patients. Et là, vous voyez à gauche des étudiantes au Moyen-Orient qui sont capables, en live stream, de voir les gestes opératoires du professeur et du docteur Ahmed. Pourquoi c'est important? Parce que lui, il part du principe que la technologie permet aujourd'hui de diffuser le savoir comme finalement jamais, et il se dit pourquoi est-ce que moi, qui ai été formé dans les meilleures universités britanniques, je ne peux pas amener mon savoir au plus près sans que les gens se déplacent. Et en plus, le fait de le faire en live stream, en 360, ça permet d'avoir une vue quasiment inédite, puisque quand vous êtes dans la salle opératoire, mais que ce n'est pas vous qui opérez, vous n'avez pas le même point de vue, alors que là, il va filmer ses mains et vous allez pouvoir, en tant qu'étudiant en médecine, vraiment voir le geste technique. On en parlait tout à l'heure sur la formation. En chirurgie, là, on a un exemple aussi intéressant d'utilisation du cardboard dont on a parlé et de quelque chose que vous connaissez peut-être, qui est le Sketchfab, qui permet de prendre un objet en 2D et de le transformer en 3D. Donc là, on a un médecin qui raconte comment, en utilisant un cardboard et Sketchfab, il a pu trouver une voie opératoire avant d'opérer un enfant en utilisant ce qui devient quasiment des objets quotidiens. Donc là, on a des utilisations très intéressantes, innovantes, d'outils qu'on peut tous avoir dans les mains, et je pense que ça donne des perspectives vraiment, vraiment stimulantes. Virvana, que vous allez rencontrer si ce n'est pas déjà fait, eux aussi travaillent sur comment intégrer leur outil de réalité mixte dans la formation. Et là, c'est un exemple qui donne où on peut être plusieurs à être en contact avec un médecin ailleurs et voir finalement, là aussi, le geste opératoire de façon synchrone. Donc tout ça, ça amène vraiment des perspectives très, très stimulantes.
Alors, pour l'industrie pharmaceutique, ça permet quoi? Ça permet finalement de véhiculer des messages très forts. Vous êtes en immersion, vous allez donc pouvoir vivre quelques minutes de la vie d'une personne qui est victime d'un syndrome particulier. Là, on a un exemple, c'est le Parkinson, où pendant 5 minutes, vous allez pouvoir mettre un casque et vivre ce que c'est d'avoir le Parkinson avec finalement tous les désagréments sur vos capacités motrices, etc. Parce qu'encore une fois, pour tout, c'est une chose de le penser intellectuellement, c'est une autre chose de le vivre. Et l'immersion, c'est vraiment le premier outil qui permet de le faire. Et pour le pharmaceutique, c'est quand même là aussi quelque chose de complètement nouveau qui permet de diffuser ce genre de message de façon massive. Là, on a une mère qui va vivre pour la première fois les migraines débilitantes de sa fille. Il y a eu 2 millions de vues sur YouTube, donc c'est Excedrin qui est une grosse marque de cachet, mais qui là aussi essaye de dépasser le discours un petit peu plat dont on est souvent spectateur. Et là, ils permettent aussi de vivre quelque chose en immersion. Alors, on m'a demandé de prendre ma boule de cristal et de vous parler de l'après. Qu'est-ce qui va se passer avec ces médiums réalité virtuelle, réalité augmentée? Est-ce qu'il y a un vrai futur? Est-ce que c'est une bulle? Et comment est-ce que ça va évoluer? Alors, un premier graphique que vous connaissez peut-être, c'est celui de Gartner. Et là, en ce moment, où est-ce qu'on est? D'après moi, on est juste après le premier bump, là, en train d'arriver vers ce qu'ils appellent le trough of disillusionment. Pourquoi? Parce que les attentes, comme d'habitude avec un nouveau médium, ont été peut-être surévaluées, surestimées. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les constructeurs de casques, notamment Oculus et HTC, ont peut-être tablé un peu trop sur du in-home use, de l'utilisation par les gamers, qui, pour l'instant, est réelle, elle existe, mais elle n'est peut-être pas au rendez-vous. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de se faire un parallèle avec le médium de la télévision et de se souvenir que de la télévision dans les années 50, comment est-ce que la télévision faisait sa publicité? Très simplement, le vendeur de télévision, dans sa vitrine, il mettait des téléviseurs, ce qui permettait aux gens de venir se coller à la fenêtre et de voir les contenus. On sait que la réalité virtuelle, vous êtes quasiment tous maintenant des praticiens, enfin vous l'avez testé, c'est complètement autre chose une fois qu'on l'a testé. Et le gros souci, le gros défi en ce moment, c'est justement cette capacité à essayer de faire le premier pas. Donc il y a de plus en plus maintenant des lieux où IMAX, par exemple, vous pouvez rentrer dans un lieu IMAX. Il y en a un à Los Angeles, un à New York, il y en a d'autres qui sont en train de s'ouvrir un petit peu partout dans le monde, où vous allez pouvoir payer pour des expériences de très très haut calibre, et on pense que c'est ça qui va vraiment donner le goût au public de s'équiper en casque un petit peu plus haut de gamme ou en Gear VR. On a aussi le fait que Apple, après avoir acheté 4 ou 5 startups, maintenant a lancé son AR Kit. Ça va, on l'espère, doper le développement, et on a quand même une des plus grosses marques au monde, Walmart, qui utilise pour faire la formation de son personnel pour le Black Friday la réalité virtuelle. Donc là, on est vraiment dans le mainstream. Donc IMAX avec les arcades, je vous invite à suivre ça, ça va aller très très fort. Qu'est-ce qui va se passer après? Moi, je pense qu'on va revenir à l'holographie, où l'hologramme existe comme illusion optique depuis très longtemps. Mais le fait de pouvoir l'avoir projeté de son téléphone intelligent, ça va nous permettre d'aller encore plus vers un monde où on va plus être les prisonniers de nos écrans, on va plus être les prisonniers de nos claviers. Et finalement, c'est le monde environnant qui va devenir notre interface utilisateur, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. On a un vrai défi là, mais on y est proche. Et je pense que c'est vraiment ça, la prochaine révolution. C'est en train de se mettre en place, et on va se rendre compte que réalité virtuelle, réalité augmentée, finalement, ça peut être un très très bon marchepied vers l'utilisation de l'holographie pour ce qu'on appelle possiblement la réalité mixte. Voilà, je vous remercie de votre attention et
on va continuer à regarder la boule de cristal.